Messieurs, merci beaucoup d'abord de vous voir aussi nombreux à cette conférence de Monsieur Marc Dufumier. Alors Marc Dufumier, tout le monde le connaissait peut-être pas il y a quelque temps. Là maintenant, depuis qu'on répète son nom et depuis qu'on dit qu'on a l'immense chance de l'avoir aujourd'hui, je pense qu'il commence à être connu. Hein. Monsieur Marc Dufumier, mais il a beaucoup de casquettes et il se présentera lui-même après. Mais c'est un expert vraiment du monde agricole. C'est un expert auprès des Nations Unies de la Banque mondiale, et je lu. Il nous expliquera peut-être ce que c'est tout à l'heure. Hein. Et nous avons beaucoup de chance de l'avoir aujourd'hui. C'est tout ce que les associations, les contacts qu'on a eus quand on leur a dit, bon, on a M. Marc Dufumier qui vient nous faire une conférence. Ils ont dit, mais comment vous avez fait pour l'avoir? Nous, on aimerait bien l'avoir aussi. Voilà. Alors, je crois qu'on va apprendre beaucoup de choses aujourd'hui. Je pense que c'est une voix qui mérite d'être entendue. On va bien vous écouter, M. Dufumier. Et puis ensuite, on engagera un débat sur ce qui nous intéresse finalement sur le fond. Parce qu'il n'y a pas que M. Ramery et ses 1000 vaches qui nous intéressent. Il y a aussi tout le reste. Hein, à savoir aujourd'hui, avec les problèmes qu'on connaît dans le monde agricole, quelle agriculture on veut pour demain, quelle alimentation on veut pour demain, et ça nous semble beaucoup plus fondamental, toujours aussi avec la perspective de la COP 21, vous savez, la perspective de cette grande réunion sur le climat qui doit avoir lieu en fin d'année et qui est liée complètement aussi à ce qu'on fait aujourd'hui. Alors je vous demande d'applaudir M. Dufumier. Merci beaucoup. Oui, donc merci pour votre invitation. Donc, le thème, enfin le défi pour nous tous, pour l'humanité, c'est quand même de nourrir correctement, durablement, l'humanité tout entière. Je pense qu'on pourrait se donner ça comme objectif si vous en êtes d'accord. Et la question devient, comment va-t-on faire? Et la réponse à laquelle on est malheureusement trop souvent accoutumé, c'est de dire, s'il faut nourrir une population croissante, il va falloir produire plus. Si on veut, y compris que les couches les plus modestes, les plus pauvres, puissent avoir accès à cette nourriture, il faut produire au moindre prix. Et la seule façon de produire au moindre coût, c'est d'appliquer à l'agriculture des processus de production inspirés de l'industrie, ce qu'on appelle l'agriculture industrielle. Donc il va falloir produire à grande échelle, il va falloir produire des produits standards. L'agro-industrie elle-même est robotisée de plus en plus. Donc les agriculteurs, s'il vous plaît, vous nous apportez une matière première. J'ai même entendu le jour où on avait réussi à mettre du cheval dans le bœuf, rappelez-vous, dans les lasagnes, il fallait du minerai. Donc si vous pouviez nous produire en grande quantité, production de masse, une production la plus standardisée possible, avec des processus les plus industrialisés possibles, écoutez, si vous commencez à faire de l'élevage, ne faites que de l'élevage, s'il vous plaît. Et puis, pas 3 vaches, pas 4 vaches, pas 30, 1000. Si vous pouvez d'un seul coup, à un seul endroit, au même endroit, ça fera des économies d'échelle. Comme ça, vous produirez un lait pas cher. Et c'est impératif si on veut nourrir l'humanité tout entière. Et puis, je peux vous raconter la même chose sur les porcs, sur les poulets, sur les canards, etc. L'investisseur d'un atelier de découpe des canards, si vous voulez, il n'a pas très envie que les fermiers arrivent avec des canards, l'un petit, l'autre gros, le troisième un peu tordu. Vous savez que c'est totalement robotisé, les canards arrivent, ils sont ébouillantés, ils sont plumés, ils sont épilés, ils sont plumés, épilés, éviscérés, découpés, plus tard en sachets, quoi. Alors, tous le même canard, de toute façon on va vous apporter les canetons, tous apparentés, la nourriture toute pareille, on va vous... Voilà. Alors ça c'est ce à quoi nous sommes arrivés, et ça reste encore, pour un grand nombre de gens, peut-être pas ici majoritaire dans cette salle, je sens ça, mais c'est ce qu'il nous faut faire. Et puis si vous voulez produire à bas prix, il est urgent aussi de remplacer les gens par des machines. C'est-à-dire... Le lait, écoutez, la salle de traite un peu classique, c'est terminé. Maintenant, c'est avec les robots de traite. On dit aux Bretons, ceux qui ont manifesté hier, écoutez, si vous voulez produire un lait pas cher, si vous voulez être compétitif, parce que vous avez compris, il faut être compétitif sur le bas prix, et donc il faut industrialiser. Bon, vous allez devoir vous investir et acheter des robots de traite. Pour une personne, un robot,
c'est peut-être rentable qu'avec 2 robots, il faut que vous agrandissiez, ce genre de choses. Et du coup, alors de toute façon, le Crédit Agricole va bien dire à 2 éleveurs bretons sur 3 que eux ne sont déjà pas solvables, donc on ne leur prêtera pas. Donc dans les 15 ans, il va falloir qu'ils s'en aillent. Évidemment, en France, où on a du chômage, c'est vachement intelligent de demander aux gens de devoir partir comme ça. Et puis le dernier, le troisième, là, qui c'est ces 2 robots qui va essayer d'assumer ça, le troupeau à lui tout seul. Il va rester endetté jusqu'à la fin de sa vie, angoissé, manifestant, bonnet rouge, je ne sais pas comment s'en sortir. Bon, alors ça, je vais vous dire tout de suite, c'était l'illusion, c'est obsolète, c'est désuet, c'est vraiment... Alors si... Et c'est désuet, alors évidemment, pour des quantités de considérations portées notamment par Novicen à la défense de l'environnement. Le lait pas cher nous coûte très cher. Le lait pas cher au supermarché, à l'étal, il nous coûte très cher. Nous payons tous des impôts pour retirer les algues vertes. Nous payons tous des impôts pour que l'eau devienne potable. Les légumes pas chers, pour les pesticides, ils nous coûtent très cher en santé. C'est les perturbateurs endocriniens. Les hormones dans le lait, les antibiotiques dans la viande. Je ne sais pas si vous en avez. En tout cas, ça ne s'appelle pas nourrir correctement et durablement l'humanité tout entière. Ça nous coûte hyper cher. Sauf que ce n'est pas dans le prix du produit. C'est dans les impôts. C'est dans des dépenses de santé. C'est dans Parkinson, 10 ans plus précocement pour les jeunes, peut-être que pour les gens de ma génération. Ça, ce coup-là, j'ose même pas le mettre en termes monétaires, c'est terminé. Il faut considérer que c'est obsolescent, et y compris sur le terme, en termes monétaires, parce que ça a été un peu ça qui m'a été demandé aussi, de dire, mais du point de vue strictement économique, même si on en restait momentanément, que là, la compétitivité prix. Vous pensez un seul instant que produire de la poudre de lait, soi-disant pour être exporté vers la Chine, même si c'est déshydraté en Belgique, hein, après, d'abord avec des vaches qui ont été sélectionnées pour produire beaucoup de lait, mais ce lait c'est beaucoup d'eau, pour ensuite la déshydrater de l'eau, pour ensuite exporter ce qu'il en reste vers la Chine, et on nous dit qu'on sera compétitif avec la Nouvelle-Zélande, des exploitations d'1 millier d'hectares, de l'herbe, pas de foin, pas d'ensilage, pas les investissements en bâtiments. Alors on dit, mais c'est les Chinois qui investissent ici. Attendez, ils investissent aussi évidemment en Nouvelle-Zélande, ils investissent en Irlande, ils investissent en Uruguay, et s'ils investissent ici un peu en France, c'est parce que l'agriculture est subventionnée, mais cette agriculture obsolète dont je vous parle, elle ne serait pas subventionnée, qu'elle serait déjà morte. D'ailleurs, les gens, ils réclament un maintien d'aide, et même en des surcroîts d'aide. Regardez la manif d'hier. Donc on voit bien que cette agriculture, elle est portée à bout de bras. Elle est même sur le plan monétaire. Même là, elle n'est pas compétitive. C'est faux. C'est de l'illusion. Alors on parlera du lait, évidemment, mais le sucre de betterave, de Picardie, certes, les industries ont fait de gros progrès. Mais même en physiologie végétale, les gens vous diront la betterave est une plante en C3, c'est-à-dire que la photosynthèse, premier produit, une molécule à 3 atomes de carbone. C'est moins efficace que la canne à sucre qui est une plante en C4. Donc déjà, on est dans un combat international, si on joue encore la carte de la mondialisation, bien sûr, mais même sur ce plan de la compétitivité mondiale, on a déjà une betterave qui n'est pas compétitive avec une canne à sucre. La canne à sucre au Brésil est sous le soleil. Je veux dire, à Picardie, je sais qu'il y a beaucoup de soleil en Picardie, regarde aujourd'hui, mais il arrive aussi que ce soit quand même plus nuageux que le seul Brésil. Et un grand betteravier en France, allez, 300 hectares. L'exploitation de canne à sucre que j'ai visitée au Brésil, 40 000 hectares. L'usine sucrière au milieu, rassurez-vous, c'était une exploitation agricole française. Louis Dreyfus Commodities, comme on dit en français. Un peu plus loin, il y avait Tereos International, que je n'ai pas visité. Tereos International, c'est du capital de betteraviers d'une coopérative qui va investir chez le concurrent, parce qu'on a compris que pour produire du sucre et de l'éthanol, sur le marché mondial en compétition, ben la canne à sucre brésilienne sur 40 000 hectares, c'est plus compétitif. Vous avez des betteraviers dont la part sociale est d'investir chez le concurrent. Remarquez la coopère, l'élevage de porc, avec la salmonellose, et alors là, je vais vous dire que c'est pas génial. Au moins, on pouvait dire de Doux et de la famille Doux, avec ses poulets, quand ils ont investi au Brésil, que eux, au moins, c'était une entreprise privée. C'était pas une coopérative qui trompait ses coopérateurs. Alors tout ça, c'est du désuet. Pensez un seul instant que même les... Alors, on a réglé le compte des poulets bas de gamme, élevés avec du maïs et du soja brésilien. Ça peut être compétitif avec des poulets brésiliens. N'oubliez pas que le maïs brésilien, il est chez lui. C'était l'Amérique. La saison des pluies dans les pays tropicaux, c'est l'été.
Chez nous, en été, il fait sec. Du coup, notre maïs, pour nos poulets, ben, je vais vous dire, il faut les arroser. Et du coup, on va chercher de l'eau dans la nappe phréatique ou dans les rivières. Il y a le débit d'étiage. Et les pêcheurs ne sont pas contents. Enfin, ça ressemble à Sivens, mais enfin, rassurez-vous, je peux parler de Notre-Dame-des-Landes, est-il utile de bitumer les meilleures terres agricoles et les zones naturelles. Enfin, bien, on a tout faux. On a tout faux sur le plan environnemental. On a y compris tout faux sur l'idée que cette compétition, que la France des terroirs, la France des mille et un terroirs, l'agriculture à grande échelle, elle pourrait être compétitive. Même les céréaliers, je les invite à être prudents. D'ailleurs, il y en a, ils ne sont pas seulement prudents, ils sont finaux, ils investissent en Ukraine. Je connais les céréaliers en Picardie, excusez-moi, qui s'agrandissent en Roumanie. Il y a moins de conflits et il y a des primes à l'hectare. C'est l'Europe des 28. Mais vous y trompez pas. S'agrandir aujourd'hui pour faire des céréales dans la seule Picardie, c'est désuet. On est à 30 quintaux en Roumanie et en Ukraine. Nous, on est à 90 quintaux avec des coûts exorbitants, parce qu'on met des engrais azotés de synthèse que l'on fabrique avec du gaz naturel russe, dont l'approvisionnement nous est assuré, quoi qu'il arrive en Ukraine. Enfin, c'est pas complètement sûr. C'est un coûteux en énergie fossile. Mais je veux dire, pourquoi vouloir fertiliser avec de l'urée, de l'ammonitrate et du sulfate d'ammonium alors qu'on pourrait fertiliser nos blés avec du fumier, avec l'azote de l'urine, si on remettait les animaux sur la paille? Mettre les animaux sur la paille, ça ne veut pas dire les appauvrir, c'est-à-dire juste une litière, refabriquer du fumier. D'ailleurs, si l'élevage, c'est un peu moins de lisier, parce que le lisier, c'est effectivement beaucoup d'azote, à l'état liquide, nitrate, ça coule dans la phréatique, ça coule avec notre surface, ça nous fait de très belles algues vertes sur le littoral breton. Non, attendez, j'essaie de comprendre. Est-il raisonnable, au nom des économies d'échelle, au nom de il faut produire au moindre prix, d'élever des vaches, des poulets, des cochons, avec du maïs, avec du soja ou du thon de soja brésilien, d'aller chercher les protéines au Brésil? Les protéines, vous savez que c'est l'aliment riche en azote, pour donner à des animaux en surnombre dans certaines régions, et ça pisse et l'azote rejoint les nappes phréatiques et le littoral. Terminé, ça, pareil, c'est désuet. Il faudra mettre fin à ça. Surtout que comme on va manquer d'azote dans les régions céréalières, eh bien, on est obligé, comme il n'y a plus l'urine, on va acheter de l'urée. Et comme l'urée, l'usine de Toulouse a explosé, du coup, on est obligé d'importer le gaz naturel. On a tout faux. Alors, vous voulez avoir un peu le moral à l'issue de cette conférence? Je n'étais pas venu ici pour dénoncer, et de plus, tout ce que je viens de vous dire, je sais que vous en êtes pour la plupart convaincus. La solution, quelle alternative? Alors, je vous fais un petit cours d'agroécologie. Hein. J'ai un gros défaut, je suis professoral, hein. Il y a un peu d'honneur de leçon. Mais ce petit cours d'agroécologie, il n'est pas très compliqué. On va repartir des fondamentaux de notre alimentation. Dans notre alimentation, nous avons besoin d'énergie, de protéines, de vitamines, de minéraux, de fibres, d'antioxydants et des choses de ce genre. La première nécessité, je vous le dis tout de suite, c'est tous les jours, avoir l'énergie alimentaire pour redépenser cette énergie. Tous les jours, on dépense cette énergie. Là, je commence à m'agiter, je dépense de l'énergie, mais je vous remercie, le repas était bon. J'ai eu ma ration énergétique pour commencer à m'agiter devant vous. Tous les jours, on a besoin d'avoir au moins nos 2200 kilocalories. Il y a déjà 800 millions de personnes dans le monde qui n'ont pas tous les jours ces 2200 kilocalories. Ça s'appelle avoir faim. Ça s'appelle ne pas pouvoir retourner travailler le lendemain parce qu'on n'a pas eu l'énergie nécessaire pour aller retourner travailler. Ça, c'est terrible. Mais d'où nous vient cette énergie qu'on trouve dans l'alimentation? La bonne nouvelle, parce qu'il y en aura cet après-midi, l'énergie alimentaire, celle que nous trouvons dans l'alimentation pour dépenser l'énergie, jouer au football et au piano, eh bien nous la trouvons, ça nous vient du soleil. Et la bonne nouvelle, il n'y a pas de pénurie annoncée d'énergie solaire avant 1,5 milliard d'années. Donc, dire aux agriculteurs, là on va en faire un usage intensif, vous voyez que là j'emploie volontiers le mot intensif, quand il s'agit de faire l'usage de ce qui ne coûte rien, de ce qui est renouvelable, et c'est durable, hein, là. Mais alors la conséquence, eh bien, il faut être clair, c'est pas un rayon du soleil ne doit désormais tomber à terre
Tous les rayons du soleil doivent tomber sur des feuilles de plantes capables de transformer cette énergie solaire en énergie alimentaire. Donc dans notre jargon, les scientifiques, on appelle ça photosynthèse, mais c'est la synthèse de l'énergie alimentaire à partir d'énergie solaire. Mais pour ça, il faut que les rayons du soleil tombent sur des feuilles en état de transformer cette énergie solaire. Il ne faut pas que les rayons du soleil tombent sur du bitume. On n'est pas obligé de bitumer les meilleures terres agricoles. On n'est pas obligé d'étendre, je dis ça juste parce que j'ai vu que tout à l'heure je voyais danser Notre-Dame-des-Landes avec la vache plaisir, là, c'était rigolo. Mais oui, il ne faut pas bitumer les meilleures terres agricoles. Il ne faut pas non plus laisser les rayons du soleil tomber entre des rangées de maïs. Il faut qu'à toute saison, hiver comme été, à toutes les saisons, les 4 saisons, il faut une couverture végétale la plus totale possible. Et voilà le défi de l'agriculture moderne de demain, celle qui fera l'usage intensif de ce qui ne coûte rien, les rayons du soleil. Alors là où ça devient un peu plus compliqué, c'est que l'énergie solaire, transformée en énergie alimentaire, ça devient du sucre, de l'amidon ou des huiles. On appelle ça hydrate de carbone. Vous entendez carbone. Où la plante trouve-t-elle le carbone pour nous fabriquer le sucre, l'amidon, les huiles, puis vous verrez plus tard, le bois, les fibres textiles, la paille, et encore plus tard éventuellement l'humus. Où la plante trouve-t-elle ce carbone? Le gaz carbonique de l'atmosphère. Y a-t-il pénurie de gaz carbonique dans l'atmosphère? Pas du tout. Il y en a pléthore. C'est un gaz à effet de serre. On va en discuter en décembre à la COP21. Savez-vous que pour l'instant, l'agriculture n'est pas à l'agenda de la COP21 de décembre? Alors que cette agriculture, on sait qu'elle pourrait contribuer, grâce à la photosynthèse, à prendre du carbone de l'atmosphère, à fabriquer notre énergie alimentaire, à fabriquer de la biomasse, pourquoi pas du bois, des haies et autres, à fabriquer de l'humus dans les sols et séquestrer du carbone dans les sols. Et ce n'est pas à l'agenda de la COP21 du mois de décembre. Un des premiers combats que nous devons gagner d'ici décembre, c'est que ce soit à l'agenda. L'agriculture va pouvoir éventuellement contribuer. Elle va devoir, évidemment, s'adapter au réchauffement climatique global. Parce que le réchauffement climatique global, c'est des aléas climatiques de plus en plus. C'est une fréquence et une intensité accrue des accidents. Sécheresse plus prononcée, plus fréquente, inondations plus graves et elles aussi plus fréquentes, cyclones en Haïti et ailleurs, gelées, etc. Enfin, c'est un climat de plus en plus aléatoire. L'agriculture va devoir s'adapter. On va voir que ça va jouer dans le sens d'une diversification. Mais l'agriculture peut aussi atténuer cette émission en fixant du carbone, en le reprenant et en le séquestrant dans les sols et nous libérant l'oxygène pour les poumons. Sauf que pour que la plante puisse prendre le gaz carbonique, prendre le carbone et relibérer l'oxygène, ça se fait par des petits trous. C'est les petits trous par lesquels la plante transpire. La plante, elle est comme nous. Elle transpire. Nous aussi, on a des pores à travers la peau. On transpire, il y a de l'eau qui se dégage. La plante, c'est pareil. Elle transpire. La petite différence, c'est que nous, plus il fait chaud, sec et plus il y a de vent, plus il nous faut boire tout de suite, sinon on se déshydrate, on meurt. La plante, elle a une capacité, momentanément en tout cas, quand il fait chaud, sec et qu'il y a de vent desséchant, si elle n'a pas assez d'eau, ça veut dire pas assez d'eau dans le sol, si elle ne peut pas s'abreuver suffisamment, eh bien, elle peut cesser de transpirer, elle arrête, elle ferme les orifices par lesquels elle transpire, comme ça elle maintient son eau pendant quelques jours, parfois quelques semaines, ça dure rarement quelques mois, rare plante, mais en tout cas pendant quelques temps, la plante, si elle manque d'eau, elle est capable de cesser de transpirer, mais pour ce faire, elle ferme les orifices par lesquels elle transpirait. Ben, c'est raté, parce que c'est précisément par ces orifices qu'elle parvenait à prendre le gaz carbonique, prendre le carbone, libérer l'oxygène. Donc, le champ de maïs, pour aller dans le sud-ouest, on va quitter la Picardie. Le champ de maïs dans le sud-ouest. Évidemment, l'hiver, le sol est à nu. C'est des rayons de soleil qui ne servent à rien, et c'est un sol qui peut être soumis à l'érosion, aux pluies, au vent, etc. Et les rayons de soleil ne servent à rien. Au mois d'avril, vous semez le maïs. Entre les rangées de maïs, les rayons du soleil tombent encore, parce qu'il y a encore un grand écartement. Et quand enfin, au mois de juillet-août, ça y est, le maïs recouvre la totalité du sol, enfin on est parvenu à l'objectif. Couverture totale du sol. Tous les rayons du soleil tombent sur des feuilles, et on pourrait dire, c'est bon, ça va faire de l'énergie alimentaire, c'est raté. Au plein mois d'août, il fait sec, il n'y a pas assez d'eau,
la plante ferme ses orifices, il y a les rayons du soleil, mais il manque l'eau. Voilà. Ça s'appelle avoir tout chaud. Avoir fait remonter le maïs, plante tropicale, aussi loin au nord, dans les pays tempérés, ça s'appelle avoir tout chaud. Ah, de nouveau, ça y est, je retombe dans la dénonciation, c'est pas bon. L'optimisme, c'est, on va faire autrement. Couverture végétale la plus permanente possible, la plus totale possible, et faire en sorte que les plantes aient suffisamment d'eau dans le sol pour transpirer. Et évidemment, on ne va pas commencer à pomper là dans la phréatique, on ne va pas pomper dans les rivières avec le débit d'étiage et mettre en péril les poissons. Ça, c'est désuet, c'est le passé. C'est coûteux en énergie fossile de pomper, terminé. Non, c'est l'eau pluviale. Dans chaque région, toute l'eau de pluie doit s'infiltrer dans le sol. Je ne veux plus voir d'eau ruisseler. La meilleure barrière pour le ruissellement des eaux, il peut y avoir la haie, bien sûr, mais il y a aussi la couverture végétale. Le petit filet d'eau commence à descendre la pente, il est arrêté une première fois par une feuille, plus tard par une tige, plus tard par une racine, plus tard par un ver de terre, l'eau finira par s'infiltrer. Empêchez-la de ruisseler, remettons des haies, remettons une couverture végétale la plus permanente possible. Et vous voulez que ça s'infiltre, il faut que le sol soit poreux. Ah, là j'en conviens, on a longtemps pensé labour. Un sol bien poreux, labour. Sauf qu'on sait aujourd'hui que le labour, il oxygène la couche arable et le carbone de l'humus se retrouve réoxydé à l'état de gaz carbonique. Donc moi je plaide pour qu'on séquestre du carbone dans l'humus des sols, et il nous faut en libérer le moins possible. Donc là, il nous faudra être prudent. Technique culturelle simplifiée, zéro labour si possible. Ça, c'est une excellente intuition. Et pour que le sol soit poreux, eh ben, on va faire confiance aux vers de terre. C'est-à-dire, si vous voulez des vers de terre, vous ne voulez pas labourer trop fréquemment. Si vous voulez maintenir une biologie des sols qui rende le sol... Alors, nous, on est très jargonneux, les agronomes, on dit grumeleuse comme structure, mais dites poreux, tout simplement. Mais le ver de terre, il fait ses remontées nuit et jour, il fait des galeries. La biologie des sols contribue à rendre un sol poreux et permettre l'infiltration de l'eau dans le sol. Maintenant, vous voulez que cette eau qui soit infiltrée reste dans la partie arable, superficielle, n'aille pas tout de suite en profondeur, que seul l'excès aille en profondeur. Vous voulez la maintenir la plus grande quantité possible à disposition des racines pour que les plantes puissent avoir de l'eau le plus longtemps possible, continuer la photosynthèse le plus longtemps possible et accroître le rendement énergétique. Il faut maintenir l'eau dans cette couche arable. Alors, c'est l'argile, mais on ne peut pas enrichir un sol en argile. Un sol sableux restera sableux. D'ailleurs, c'est peut-être un peu ça le problème dans la vallée. Hein. Les sols sableux, les nitrates, ça s'infiltre très haute, non. Mais si on ne peut pas enrichir un sol en argile, au moins on peut l'enrichir en humus. L'humus, c'est ce qui va retenir momentanément l'eau dans le sol pour que l'eau puisse passer dans la racine quand la plante en aura besoin. Il nous faut impérativement enrichir nos sols en humus. Alors l'humus, je poursuis mon petit cours, vous me supportez, mon petit cours d'agroécologie. L'humus, c'est beaucoup de carbone. C'est le carbone de la paille, c'est le carbone des racines du blé, des racines de la pomme de terre qui se décomposent. Vous avez des microbes qui parviennent à commencer à manger, grignoter le carbone de tous les résidus de culture, là, et ils fabriquent des corps microbiens d'abord, et ensuite ils fabriquent de l'humus. Sauf que l'humus ne fait pas que du carbone, c'est beaucoup de carbone. Mais il faut aussi une certaine dose d'azote. Et si le microbe manque d'azote dans le sol, ben, je veux dire, c'est raté. Le microbe cesse, ne peut pas se reproduire, et cesse de manger la paille. Et du coup, la paille que vous avez mise risque de s'oxyder, de retourner à l'état de gaz carbonique. C'est franchement pas génial. Donc il faut aussi qu'au carbone, aux résidus de céréales et de tubercules, il faut quand même apporter de l'azote. Je vous ai dit, l'azote, il vient de l'air, 79% d'azote dans l'air. Ah non, je ne vous l'avais pas encore dit. Mais troisième bonne nouvelle, pour fabriquer des protéines, deuxième élément de notre nourriture, il nous faut de l'azote. Cet azote vient de l'air. 79%. Avant qu'il y ait 75% d'azote, vous pouvez attendre des siècles. Donc moi, je vous propose que les agriculteurs fassent un usage intensif de l'énergie solaire, du gaz carbonique et de l'azote de l'air. Sauf que, prendre cet azote, le rajouter sur 1 hydrate de carbone pour fabriquer une protéine, ça, c'est une manip hyper coûteuse en énergie. Et là, 2 voies possibles. 1, l'agriculture industrielle, elle veut
fertiliser son blé pour qu'il soit riche en protéines, et ben elle va mettre de l'urée, de l'ammonitrate, de sulfate d'ammonium. C'est des engrais azotés de synthèse, coûteux en énergie, ben oui, coûteux en gaz naturel russe ou norvégien, pour ce qui est de la France. Ailleurs, ce sera le pétrole vénézuélien ou quoi, mais c'est très coûteux en énergie fossile. Ça, c'est désuet. L'énergie fossile, il faut la protéger, même si momentanément le coût de l'énergie vous paraît faible, on sait ce qui peut en arriver, c'est désuet. L'autre méthode, eh ben, c'est l'énergie solaire. Et vous avez des plantes, en France, et dans les pays tropicaux aussi, on dit des plantes de la famille des légumineuses. Donc chez nous, vous pouvez appeler ça du trèfle, du sainfoin, du lotier, de l'avesse. Si vous voulez nourrir des cochons, ce sera le pois fourragé, ce sera la févrole. Si vous êtes au Brésil, ce sera le soja. Si vous êtes au Sénégal, ce sera l'arachide. Si vous êtes en Angola, ce sera le pois d'Angole. En tout cas, aucun pays ne manque de plantes de cette famille-là, de l'ordre des légumineuses, pour être plus précis. Et puis si c'est pour notre alimentation humaine, nous directement, les pois chiches, les légumes secs, les petits pois, je veux dire, on ne manque pas de plantes capables de nous fournir des protéines, avec l'azote de l'air, fabriquer des protéines, sauf que ces plantes, elles utilisent l'azote de l'air en circuit court, l'azote qui est sur la surface, là, du sol, en question, et elles utilisent l'énergie solaire, plus exactement, c'est un microbe qui parasite un peu l'énergie de la plante, qui utilise cette énergie pour fabriquer la protéine, et ce microbe, sympathique, redonne la protéine à la plante que le microbe avait parasité. Donc c'est des manips un peu complexes, mais c'est biologique, et ça peut se faire sur tous les territoires. Je ne vois pas pourquoi, nous, il faut que l'alimentation en protéines de nos vaches, ce soit du soja transgénique, importé du Brésil, d'Argentine et des États-Unis, que pour nos protéines, nous ayons besoin d'avoir accès à l'azote de l'air brésilien, surtout qu'une partie de cet azote va fertiliser nos algues vertes sur le littoral. Ça, c'est les circuits longs, c'est désuet. Mais en circuit court, eh bien, c'est effectivement que les vaches, que les porcs, pour les porcs, ce sera la févrole, le pois fourragé, pourquoi pas du soja, on peut très bien faire du soja dans le sud-ouest en France aussi. Et si c'est pour notre alimentation humaine, c'est conseillé, les diététiciens nous disent davantage de légumes secs, de pois chiches, de fèves, de lentilles, de haricots, de petits pois. En circuit court, la plante, elle vous fabrique des protéines et vous les livre à partir de l'azote qui se trouve sur la parcelle sans qu'on soit obligé de l'acheter et sans qu'on soit obligé de fertiliser, parce qu'en plus, quand vous avez récolté le pois chiche, quand vous avez récolté la luzerne, quand vous avez récolté la févrole, il y a des résidus dans le sol. Et les racines, elles sont riches en azote aussi. Et si elles sont riches en azote, ça veut dire que le sol est déjà fertilisé en azote pour la culture qui viendra l'année d'après. Donc, même pour la culture qui vient d'après, vous éviterez de mettre de l'urée, de l'ammonitrate, des sulfates d'ammonium. Bref, c'est très économe en énergie fossile, plus besoin d'apporter du gaz naturel, plus besoin d'apporter du soja. On va fabriquer, je vous suggère, en France, des protéines françaises, sur les territoires français, pour des animaux français, en partant de l'azote du territoire français. Plus franchouillard que du fumier, vous mourrez tous. Rassurez-vous, je reviens du Brésil, et quand au Brésil je dis on va mettre des droits de douane à votre soja, parce qu'il faut produire des protéines françaises sur le territoire français, avec l'azote de l'air français, vous avez toujours un latifondière brésilien qui me dit que j'ai rien compris au libre-échange, que il faut surtout pas mettre des droits de douane, il faut surtout laisser la libre circulation des marchandises à travers le monde entier, que Ricardo disait ça, les néoclassiques racontent ça, les économistes le savent très bien. L'avantage de ne pas mettre de barrières douanières, d'ouvrir la mondialisation, de signer NAFTA et tout le reste, c'est que chaque pays va devoir se spécialiser dans ses avantages compétitifs, comparatifs, et il nous dit, le latifondière, si vous avez davantage pour faire du champagne, nous on a davantage pour faire du soja. Donc laissez-nous faire du soja, on vous laisse faire du champagne, échangeons le soja avec du champagne, c'est gagnant-gagnant. Alors, les arguments, je connais, hein, sauf que je n'ai même pas besoin au Brésil de répondre. Vous avez tout de suite 1, 2, 3, 10 Brésiliens qui me disent, monsieur Dufay, vous n'écoutez pas, vous ne l'écoutez pas. Parce que franchement, nous au Brésil, on n'est pas fiers de produire du soja pour nourrir vos cochons, pour nourrir vos volailles, pour nourrir vos vaches. Alors que chez nous, il y a des Brésiliens qui ont faim. L'immense majorité des Brésiliens souhaiteraient qu'on fabrique des protéines brésiliennes avec de l'azote brésilien sur le territoire brésilien pour nourrir des Brésiliens. Tous les peuples du monde ont intérêt à gérer en circuit court les cycles du carbone, les cycles de l'azote, les cycles de l'eau, les cycles des éléments minéraux, qui est ma dernière partie du cours d'agroécologie,
On a besoin de calcium pour les os, on a besoin de phosphore pour phosphorer, pas seulement, hein, le phosphore, la plante en a besoin aussi, nous on en a besoin, c'est fondamental dans notre vie de toutes nos cellules. On a besoin de potassium, on a besoin d'oligo-éléments, et ça la plante le trouve effectivement dans la couche arabe. Et là commence effectivement une très mauvaise nouvelle, assez inquiétante, c'est surtout sur le phosphore. Le calcium, évidemment, si vous êtes en Bretagne avec des sols acides, vous êtes obligé d'amener le calcaire de par ici ou d'ailleurs, là, le coût de transport. Mais honnêtement, à l'échelle mondiale, pénurie de calcaire et de falaises, oubliez. C'est pas là le problème. C'est son transport pour que les sols soient moins acides, ça oui. Mais il n'y a pas de pénurie annoncée de calcium dans les millénaires à venir. Par contre, le phosphore, oui. Et c'est pas dans les millénaires. C'est entre 3-4 décennies. On nous annonce qu'il va arriver au phosphore, ce qui nous arrive pour le pétrole. Et là, il n'y aura pas l'histoire d'un phosphate de schiste. Hein. Je veux dire, le coup, non, on a trouvé une solution à la pénurie momentanée, non. Hein, la baisse de prix d'aujourd'hui, etc. Non, non. Le phosphore, les mines de phosphate, il va leur arriver ce qui nous arrive avec le pétrole et les gaz naturels. C'est-à-dire ça s'épuise, et ça va devenir tellement coûteux. Et déjà, les agriculteurs, ceux qui sont en agriculture industrielle, le savent. Les engrais azotés de synthèse ont augmenté de prix parce que les prix de l'énergie ont augmenté. Et les engrais phosphatés, pareil, le prix monte plus vite que l'inflation, plus vite que les produits agricoles. C'est-à-dire que même d'un point de vue monétaire, ce n'est pas rentable. Tout ça n'est pas rentable. Même d'un point de vue monétaire. Évidemment, on va parler des coûts environnementaux. Hein, de Wissem a beaucoup défendu l'environnement et je le rejoins. Mais même en termes monétaires, tout ça c'est désuet. Même là, c'est complètement désuet. Alors où? Donc deux choses pour le phosphore, parce que c'est là où il y a plus grande inquiétude, parce qu'il faut trouver des solutions. D'abord, éviter de gaspiller. Je ne veux plus voir le phosphate rejoindre la mer. Donc ça veut dire pareil, les urines, les excréments d'animaux et tout ça. C'est terminé les lisiers. C'est le fumier, on piège ça dans le fumier, on remet ça dans le sol, ça revient dans l'humus, et l'humus réabellera le phosphore, économie circulaire, le moins de gaspillage possible. Ça, c'est la première des règles. Et puis l'industrie peut faire ses efforts, pas de phosphore dans les lessives aussi. Est-ce qu'on pourrait trouver du phosphore ailleurs? Réponse oui. Ça devient un peu compliqué, mais en sous-sol. D'abord la roche-mère. Et entre le magma et nous, il y a une épaisseur. Donc on ne peut pas dire là non plus que, de façon absolue, il y a un manque d'éléments minéraux dans toute cette roche qui nous sépare du magma. Et déjà, vous avez aujourd'hui quelques agriculteurs biologiques qui utilisent la poudre de roche très fine, très pulvérisée, pour fertiliser leur sol. Mais vous l'avez compris, c'est coûteux en énergie que de pulvériser une roche et d'en faire de la poudre. En tout cas, tant qu'on n'arrive pas à résoudre des questions énergétiques avec les énergies renouvelables, on arrivera un jour, si on fait l'effort, et c'était maintenant qu'on pourrait le faire, mais c'est clair que ce n'est pas une solution de court moyen terme. Par contre, en sous-sol, donc là où la roche est altérée, vous savez, tous les ans, la roche elle est altérée par l'eau et elle libère des éléments minéraux. Sauf que ce n'est pas accessible à une racine de blé, ce n'est pas accessible à une racine de luzerne, et du coup, ces éléments minéraux qui en sous-sol sont libérés par l'altération de la roche, et ben ça y rejoindra éventuellement la nappe phréatique, plus tard, bien plus tard, le littoral. Et bien ça peut être accessible à des racines d'arbres. Si vous avez des arbres à racines profondes, avec les racines profondes, l'arbre va aller chercher les éléments minéraux en profondeur, ça remonte avec la sève, ça se retrouve dans la feuille, et quand la fermente tombe à terre, ça fertilise la couche arabe. Donc on va remettre des pommiers dans la prairie, on va remettre des haies dans les open fields. Ça va? Non, parce que dans certains publics, mais c'est pas ici, il y a des gens qui me regardent comme ça, ça me suffit, on ne peut pas refaire un bocage. Si, on va rebâtir des bocages, on va pratiquer les cultures sous parc arboré, des choses qui peuvent ressembler à l'agroforesterie. À Montpellier, on voit du blé dur et des cultures annuelles sous des noyers. Je veux dire, ça, on n'y est pas habitué. Alors on est obligé, du côté de Montpellier, à faire en sorte que les écartements de noyers puissent permettre le passage à moissonneuse-batteuse. J'en conviens, c'est pas simple. Mais l'agriculture moderne de demain, ça va quand même être celle-là. Celle qui va faire l'usage le plus intensif des rayons du soleil, celle qui va faire l'usage le plus intensif du carbone, du gaz carbonique, le plus intensif de l'azote de l'air, et celle qui va aller chercher les éléments minéraux en profondeur pour les remettre à la surface grâce à la puissance des arbres qui vont nous les chercher. Et puis, plus moderne encore, non pas qu'on ne le savait pas, mais c'est seulement maintenant qu'on commence à s'y intéresser à travers l'agroécologie. Au fond, avant qu'on pratique l'agriculture, il y avait des forêts. Et ces forêts, pendant des siècles, ont remonté des éléments minéraux. Et ces éléments minéraux, ils sont bien dans la couche arabe.
Sauf que, pendant la période de formation des sols, je parle de siècles, eh bien, ces éléments minéraux, ils ont été coincés dans les argiles, nous on dit entre les feuillets d'argile. Ces éléments minéraux qui sont accumulés dans la couche arabe, les russes y sont, mais ils ne sont pas assimilables par les racines de la plante. Comment les rendre assimilables? Eh bien, une des solutions, à coup sûr, celle qui est très prometteuse dans un avenir, là maintenant on peut commencer à dire proche, on peut commencer à s'interroger sur pourquoi l'agronomie a pris autant de retard pour s'intéresser à ça, c'est des champignons. Vous avez des champignons qui parviennent à... Alors vous savez que les champignons, pour se développer, ont besoin d'énergie, donc ils parasitent la racine de la plante, donc ils utilisent l'énergie de la photosynthèse, ils se développent, ça fait comme un moisi, ils sont tellement filamenteux, ces champignons, qu'ils arrivent à débusquer ces éléments minéraux coincés entre les feuillets d'argile. Ils arrivent à progresser, et sympathiques ces champignons, et refilent les éléments minéraux à la plante que ces champignons avaient parasité. On a, via le champignon mycorhizien, la possibilité d'explorer, alors là, cette fois, des éléments minéraux qui sont dans la couche arabe, qui ont été accumulés, si le sol n'a pas été érodé, bien sûr, il faut éviter l'érosion des sols depuis ce temps-là. Mais dans les sols qui n'ont pas été trop érodés, avec les champignons mycorhiziens, on est effectivement à même aujourd'hui de valoriser toute une série d'éléments minéraux qui ont été déjà remontés dans la couche arabe et qui deviennent ainsi accessibles. Et vous l'avez compris, si vous voulez développer les champignons mycorhiziens, ne commencez pas à dire j'ai du mildiou, je vais mettre un fongicide. Si vous commencez à mettre un fongicide pour sauver votre plante d'une maladie et que vous êtes en train de boutiller la fertilité de vos sols, ça c'est désuet, c'est l'agriculture industrielle dont on parlait tout à l'heure. Et précisément aujourd'hui, dans la fertilité des sols, dans la baisse de fertilité des sols, dans le fait que les coûts en fertilisation pour les agriculteurs sont de plus en plus élevés, à coup sûr, il y a eu le taux d'humus qui a diminué, mais il y a aussi, et surtout, la perte des champignons mycorhiziens du fait d'une agriculture qui a trop largement utilisé les fongicides. On s'est un peu éloigné de la ferme des 1000 vaches. Et c'est juste pour vous dire que c'est tout ce mouvement derrière le combat qui est le vôtre. C'est tout le combat contre une agriculture industrielle, mais c'est aussi un combat pour, c'est pas que de la dénonciation. Notre combat, il est aussi qu'il est parfaitement possible de nourrir correctement et durablement l'humanité tout entière en faisant l'usage intensif de ce qui est renouvelable et ne coûte rien, très économe en énergie fossile et plus aucun agrotoxique. Parce que quand vous aurez remis la haie qui est peut-être destinée à fertiliser, la haie qui est peut-être destinée à faire brise-vent, mais peut-être aussi que cette haie va héberger les coccinelles. Et si les coccinelles neutralisent les pucerons, vous ne mettrez plus de pesticides. Et si dans la bande enherbée en bas, vous avez des carabes ou des scarabées, si vous préférez, qui vont neutraliser les limaces, vous ne mettrez plus de pesticides. Ici, dans les arbres, vous avez des mésanges qui commencent à attaquer la larve de la carpe en capse. Enfin, je peux vous en citer des tas. Mais on ne manque pas d'interactions hyper complexes, mais qui montrent que c'est parfaitement possible. Sauf que il faut précisément maintenir la biodiversité domestique, biodiversité évidemment spontanée, les insectes auxiliaires, les champignons mycorhiziens, tout ça, ça peut être spontané, on peut réensemencer aussi. Vous avez des agriculteurs, hein, ils coupent les rameaux de leur haie et ils mettent les rameaux coupés, le bois rémel fragmenté, c'est comme ça qu'on dit BRM dans le jargon, ils mettent ça dans le sol, et la première décomposition de ce bois, bah tiens, c'est des champignons, et tiens, il y a des champignons mycorhiziens qui, tiens, ah, bon, c'est savant, bah, allons-y. Il faut promouvoir cette agriculture savante. Alors vous l'avez vu, cette agriculture savante, c'est tout le contraire de l'agriculture industrielle, dont évidemment la ferme des 1000 vaches est l'exemple, mais j'entends les porcs, j'entends les 1000 veaux sur le plateau des 1000 vaches, j'entends la monoproduction céréalière, la monoproduction sucrière au Brésil, c'est pas non plus ce qu'il faut faire. La monoproduction de soja dans notre région, c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut réassocier agriculture et élevage, il faut remettre les animaux sur la paille, il faut refabriquer du fumier et non pas du lisier. Il faut absolument qu'il y ait des rotations, des assolements extrêmement diversifiés dans lesquels il y aura des légumineuses d'un tout ordre à la fois pour qu'on puisse avoir nos protéines au moindre coût et que ça puisse fertiliser le sol sans avoir accès aux engrais azotés de synthèse, sans que des usines explosent à Toulouse, sans qu'on soit besoin. Alors vous l'avez compris, vous savez ce qu'on lui reproche, cette agriculture? Mais justement, elle n'est pas industrielle. Vous êtes dans l'artisanat. Et si c'est l'artisanat, alors on reconnaît maintenant que l'artisanat c'est soigné, ça peut être bon pour l'environnement,
On reconnaît que le lait bio, avec l'élevage à l'herbe, couverture permanente, plutôt que maïs en silage, etc., le lait plus riche en oméga 3, oui. Bon, ça commence à être connu aujourd'hui. Mais alors, il y a un gros défaut, là, cette agriculture dont je vous parle. Vous savez quoi? Ben, comme c'est artisanal, ça exige plus de travail. Et ça, c'est nul. Vous vous rendez compte d'une agriculture qui serait intensive en emploi? Beaucoup d'emplois au kilomètre carré. Vous comprenez? C'est complètement nul. Alors, c'est ce que disent. C'est ce que dit l'idéologie dominante. Il faut remplacer les gens par des machines. Mais je vois agriculture paysanne, je vois l'emploi, je vois santé, environnement, agriculture paysanne, emploi, protection animale, alimentation de qualité. Mais attendez, c'est un seul et même combat. Mais vous ne pensez pas que ce qu'on appelle les aides de la PAC, de la politique agricole commune, les aides là qu'on pourrait réclamer, M. Stéphane Le Foll pourrait éventuellement octroyer, ça pourrait d'abord servir à ça, précisément, permettre de créer des emplois, incitatifs à une agriculture moderne, c'est-à-dire une agriculture artisanale, qui fasse usage intensif de ce qui ne coûte rien et est renouvelable, et qui est très économe en énergie fossile, et pas aucun agrotoxique. Et alors, juste, et puis je vais terminer pour qu'on puisse commencer le débat, vous avez peut-être une idée, et ça quand même elle est prégnante, quand un agriculteur industriel on dit en français, se convertit, ça fait très religieux, sectaire, mais se convertit au bio. Le rendement diminue. Ça, c'est vrai. Alors, c'est vrai pour le colza en particulier. Si vous voulez faire un colza bio, vous avez le puceron résistant aux pesticides du voisin qui attaque votre colza. Vous n'avez plus les coccinelles parce que le pesticide du voisin déjà détruit toutes les coccinelles dans votre environnement. Et vous dites, on laisse la nature, oui, votre rendement diminue. Pour ce qui est du colza, c'est près de moitié. Ça, c'est vrai. Je n'ai pas dit que la ferme France, nécessairement, s'appauvrissait. Hein. Ça, on va voir. Pour le lait, la production de lait à l'hectare, avec un lait bio, avant même de parler du logo et du prix du lait. Mais avant même ça, production de lait à l'hectare, moins 10%. Et là, je peux vous assurer qu'on fait du lait bio en Bretagne, par exemple, riche en oméga 3, parce que l'herbage, etc. Par contre, la ferme France s'enrichit. Parce que le produit brut, le rendement est peut-être un peu moindre, mais comme les coûts en engrais, les coûts en soja, les coûts en vaccins, enfin tout ça diminue, la valeur ajoutée, c'est-à-dire le produit brut moins tous les coûts qui nous coûtent en importation de gaz naturel, de soja, etc., diminue, la ferme France s'enrichit. Avant même de parler du logo, de la certification et du bonus que ça donne au niveau du prix, mais même comme ça en termes monétaires, c'est peut-être pas vrai pour le colza, mais un certain nombre de productions, le passage au bio, le rendement diminue, mais la valeur ajoutée, c'est-à-dire la richesse, le revenu national net, hein, vous avez vu, on reparlera des coûts cachés, hein, j'ai pas oublié que les pas chers nous coûtaient très cher en impôts, etc. Hein, bien sûr, hein, ça j'ai pas oublié, mais je sais que c'est déjà là où on est déjà plus d'accord. Mais même en termes monétaires, la ferme France s'enrichirait à passer à cette forme d'agriculture. Mais les gens me disent, ah ben oui, mais le rendement diminuant, le rendement brut, c'est comme ça qu'il sert à nourrir. La nourriture, c'est quand même le produit brut. Alors sachez que nos exportations de poudre de lait sont source de faim dans le monde. Quand nous exportons de la poudre de lait vers les pays du Sud, les petits éleveurs qui ont 2 vaches, 3 litres de lait par jour, et qui essaient de vendre leur lait sur le marché, concurrencés par notre poudre de lait, sont mis en faillite. Ces gens-là, que nous avons mis en faillite en exportant un produit tout venant de notre agriculture industrielle qu'on vend pas cher mais qui nous coûte très cher, ces gens-là tombent en faillite, rejoignent les bidonvilles, et si un jour ils parviennent, le clan, si avec 10 bœufs ils parviennent à payer un passeur, vous les retrouverez traversant le désert libyen et la Méditerranée dans les conditions que vous savez. Vous voulez qu'on exporte du blé, pareil, dans les mêmes conditions? Du sucre? Non. Le plus grand tort que nous faisons, c'est d'exporter vers les pays du Sud nos excédents d'une agriculture industrielle qui produit des produits tout venant et dont le coût de production nous coûte très cher, parce que si elle n'est pas chère, elle nous coûte très cher. Donc ça, c'est terminé. Produire moins de tout ça chez nous et produire mieux, même si ça se traduit dans un premier temps par une diminution de rendement, le temps que se reconstitue l'humus, le temps que se reconstituent les abeilles, le temps que se reconstituent les coccinelles, le temps qu'on retrouve des champignons mycorhiziens, oui, chez nous, dans un premier temps, le rendement brut diminue, mais c'est ça qui enrichit la ferme France, et c'est ça qui évite l'appauvrissement des gens là-bas. Mais sachez que là-bas, d'emblée, notamment dans les pays déficitaires, d'emblée,
On peut, en faisant l'usage le plus intensif des ressources naturelles, renouvelables, le carbone, l'azote, l'énergie solaire, plus économe de l'énergie fossile, on peut d'emblée là-bas accroître les rendements chaque fois que les écosystèmes n'ont pas été détruits par l'agriculture industrielle. Nous, la baisse de rendement provient du fait que notre écosystème est déjà détruit. Il nous faut momentanément le reconstituer. L'investissement de départ du passage à une agriculture inspirée de l'agroécologie, c'est de reconstituer des sols, de reconstituer des abeilles, de reconstituer des coccinelles, de reconstituer des champignons mycorhiziens, de faire en sorte que les arbres aient le temps de pousser, oui. Mais là-bas, dans l'immense majorité des zones où je vais et où les gens ont faim, je peux vous l'assurer, on peut, sous un parc d'acacia albida au Niger, au Mali, là où on envoie des troupes, là où les gens ont faim, le rendement du mil et du sorgho est 2,5 fois supérieur sous un parc arboré de légumineuses d'acacia albida. Je veux dire, on ne manque pas de solutions techniques. Donc je vais vous dire, si la question n'était que technique, eh bien nous aurions toutes les raisons d'être optimistes. Oui, il est parfaitement possible de nourrir correctement et durablement l'humanité tout entière avec une agriculture artisanale qui est tout le contraire de notre agriculture industrielle. Et le combat contre cette agriculture industrielle, ce n'est pas de la dénonciation pure et simple, ce n'est pas de la pure idéologie parce qu'on aura envie de régler des comptes avec un tel ou un tel. C'est la seule solution alternative pour que le monde soit plus heureux demain. Voilà, merci. Qu'il y a un micro ambulant. Non, mais du coup, moi, je parlerai fort, mais vous prenez le micro. Oui, donc, merci beaucoup déjà pour toute cette première partie. Donc, fort intéressante. On va engager le débat maintenant. Si vous avez des questions ou des points qui vous ont particulièrement intéressé et que M. Dufumier pourrait développer, par exemple. Allez, la première question, c'est toujours la première question. Question. Après, ça va s'enchaîner. Vous avez le droit de ne pas être d'accord. Hein. Vous le regretterez après, parce qu'il va y avoir trop de doigts levés après. Allez, Yves. Je remercie M. Dufumier des questions qui m'intéressent depuis très longtemps. Je suis d'accord avec vous. Pardon, excusez-moi. Oui. Donc, je suis d'accord avec le professeur Dufumier, bien évidemment. Sur le fait qu'il y a des solutions techniques sur la base de l'agriculture artisanale et locale, qui n'exclut pas bien sûr les échanges. Ce qui me paraît aussi important, c'est de souligner que la solution, ce n'est pas un capital au sens financier, c'est un capital humain, c'est dans le savoir, c'est dans la recherche. Et je pense que ce que vous avez dit sur le retard curieux de l'agronomie me paraît extrêmement inquiétant. Je m'arrêterai là. C'est, à mon avis, peut-être l'un des dangers les plus importants. Je pense aussi que le système actuel, il n'est pas dû tomber comme ça. C'est pas simplement parce que les économistes et les libéraux et les libre-échangistes veulent absolument que les échanges soient libres, que l'homme soit éliminé. C'est quand même, il y a des forces dites du marché, la finance, qui sont à l'œuvre au niveau mondial. Hein. Elles sont au Brésil, elles sont en France, elles sont partout. Là. Donc je comprends que vous n'ayez pas évoqué cet aspect d'économie politique, même de politique tout court, mais ça me paraît quand même un point important de la situation que nous combattons avec justement un capitaliste, excusez-moi de dire un gros mot, Michel Rapry, c'est un entrepreneur.